Un enfant lors d'une sortie scolaire a résolu ce que 30 ingénieurs n'ont pas pu, et ce qui s'est passé ce jour-là a laissé tout le monde sous le choc. Bienvenue dans Contes de Conquête, où l'on vous parle avec le cœur ouvert. Préparez-vous, car cette histoire sera l'une des plus incroyables que vous ayez jamais entendues. Le soleil venait à peine de se lever lorsque le bus scolaire s'arrêta devant le majestueux bâtiment de verre. Les enfants, leurs sacs à dos remplis de déjeuner et de cahiers, descendirent tout excités. Pour la plupart, il ne s'agissait que d'une excursion de plus, une visite guidée dans une entreprise de technologie où les ingénieurs fabriquent des pièces pour moteurs d'avions et de voitures électriques. Mais pour l'un d'eux, ce jour allait tout changer. Parmi les élèves de 6e, l'un d'eux se faisait remarquer par son silence, Sébastien Morel, un garçon de 11 ans, qui parlait rarement, mais observait toujours avec attention. Ses professeurs savaient qu'il était différent, mais aucun ne mesurait encore à quel point. Fils d'une mère célibataire bibliothécaire, Sébastien était un lecteur vorace qui passait ses après-midi à construire des objets avec des pièces recyclées à la maison. Il ne jouait jamais au football, ne haussait jamais la voix, mais son esprit, lui, appartenait à un autre univers. « Bienvenue chez Technéa », annonça avec enthousiasme une femme en tailleur bleu au pied de l'immeuble. C'était l'ingénieur Laura Garnier, responsable des relations institutionnelles de l'entreprise. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment nous travaillons pour résoudre les plus grands défis de l'ingénierie moderne. Les enfants entrèrent en file indienne, certains se bousculant, d'autres émerveillés par les écrans interactifs du hall. Sébastien marchait à l'arrière du groupe, tenant un petit carnet dans lequel il dessinait sans arrêt. Alors que le groupe explorait les laboratoires d'essais et les couloirs remplis de prototypes, une conversation à voix basse filtra d'une salle fermée par une vitre teintée. À l'intérieur, un groupe d'ingénieurs débattait avec animation autour d'une grande table recouverte de plans et d'une pièce métallique démontée. Cela fait 3 semaines que ce problème persiste. Si on ne trouve pas de solution, le contrat ira à l'autre équipe, dit un homme aux cheveux blancs et au visage fatigué. C'était l'ingénieur en chef Roberto Lujan, une légende de l'entreprise. Sébastien s'arrêta devant la vitre. Quelque chose dans cette salle avait capté toute son attention. Le groupe continuait d'avancer, mais lui restait là, observant, comme s'il savait déjà ce qui se passait à l'intérieur. Laura Garnier remarqua qu'un enfant manquait. « Tu ne viens pas avec le groupe ?» demanda-t-elle gentiment. Sébastien la regarda brièvement, puis reporta son attention vers la salle. « Ils essaient de résoudre un problème de couplage rotatif dans un module de compensation dynamique, » répondit-il. Laura le fixa, stupéfaite. « Que as-tu dit ? Je connais cette pièce. Elle est mal montée. » L'axe est inversé, dit l'enfant avec un calme qui glaça l'atmosphère. Laura resta sans voix. Sébastien ajouta quelques notes dans son carnet tandis qu'au fond, les ingénieurs continuaient à débattre, sans imaginer qu'un enfant en excursion venait de repérer ce que 30 experts n'avaient pas su voir. Et ce n'était que le début. Dans la salle de conférence de Technéa, l'ambiance était tendue, presque irrespirable. La lumière blanche des écrans éclairait les visages des ingénieurs, qui entouraient une table couverte de plans, d'outils, de tablettes et d'une pièce métallique complexe posée sur une base rotative. 30 des meilleurs spécialistes de l'entreprise tentaient depuis des semaines de résoudre une défaillance critique dans un composant clé du nouveau système de propulsion hybride. Il s'agissait d'un module de couplage rotatif avec capteur de couple dynamique, destiné à stabiliser l'énergie entre le moteur principal et les systèmes secondaires de charge. Mais l'appareil échouait en conditions réelles, sans que personne n'en comprenne la raison. Le capteur continue de fournir des données incohérentes sur le couple. C'est illogique. Les simulations ne le prévoient pas, dit un ingénieur en fronçant les sourcils, tout en faisant défiler des diapositives sur un écran tactile. Peut-être que le problème ne vient pas de la pièce elle-même, mais de son interaction avec le système en mouvement. Peut-être regardons-nous dans la mauvaise direction, ajouta un autre, épuisé. Et si la défaillance était thermique ? Une légère dilatation pourrait modifier la polarité. On a déjà vérifié cela 3 fois. Ce n'est pas ça. La discussion continuait, comme un labyrinthe sans issue. Plus de 240 essais avaient été réalisés,
6 reprogrammations logicielles et 3 audits externes. Et personne, absolument personne, n'avait réussi à stabiliser le module. Pendant ce temps, dans le couloir extérieur, Sébastien continuait à observer en silence à travers la vitre. Son visage restait impassible, mais ses yeux balayaient chaque mouvement, chaque geste, chaque image à l'écran. « Tu connais cette pièce ?» lui demanda l'ingénieur Laura Garnier, intriguée. « Oui. » Enfin, quelque chose de très similaire. Mon grand-père avait un livre sur les turbines. Ce couplage semble monter à l'envers, répondit l'enfant sans détourner les yeux de la salle. S'il tourne l'axe de 180 degrés et reconfigure la polarité du capteur, cela devrait se stabiliser. Laura le regarda, pensant qu'il répétait peut-être quelque chose qu'il avait lu sans vraiment le comprendre. Mais la manière dont il l'avait dit, le ton, l'assurance. « Sébastien, tu sais ce que tu es en train de dire ? » « Oui, » répondit-il simplement. L'erreur vient de la logique du couple. Ils essaient de corriger via le logiciel, mais le problème est physique. À ce moment-là, Roberto Lujan, le chef du département d'ingénierie, sortit dans le couloir pour prendre un café. En entendant l'ingénieur parler avec un enfant, il s'arrêta, intrigué. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Laura hésita, mais finit par dire « Cet enfant affirme que l'axe du module est inversé et que cela expliquerait le dysfonctionnement. Ce serait un problème physique, pas numérique. » Roberto éclata d'un rire sec. « Quel âge as-tu » demanda-t-il directement à Sébastien. « 11 ans. Et tu corriges déjà les ingénieurs. » L'enfant ne répondit pas. Roberto rentra dans la salle, irrité, mais quelque chose dans les paroles de l'enfant resta dans son esprit. Il s'approcha du prototype, fit pivoter le modèle 3D, murmura. Polarité, axe inversé. Il tapa quelques commandes dans le simulateur et ajusta la configuration du couple selon ce que l'enfant avait décrit. Au début, rien ne se produisit. Puis, petit à petit, les valeurs commencèrent à s'aligner. La simulation ne planta pas. Un silence se fit dans la salle. « Que as-tu fait ?» demanda l'un de ses collègues. « Rien. J'ai juste tourné l'axe et reconfiguré la polarité. » Et ça, c'est un enfant qui traînait dans le couloir qui me l'a dit. Tous tournèrent la tête vers la vitre. Sébastien était toujours là, son cahier à la main, immobile. À côté, Roberto inspira profondément, sans savoir s'il ressentait de la honte, de l'admiration ou de la peur. « Faites-le entrer. » C'est ainsi qu'un enfant de 11 ans, en uniforme scolaire, fut invité à pénétrer dans l'une des salles d'ingénierie avancée les plus exclusives du pays. Personne ne le savait encore, mais ce moment marquerait le début d'une révolution silencieuse qui allait changer le destin de l'entreprise et de nombreuses vies. Quand Sébastien franchit le seuil de cette salle, le temps sembla suspendu. Les ingénieurs, hommes et femmes de renommée internationale, le regardèrent comme si une anomalie avait pénétré leur écosystème. Un enfant, avec des chaussures usées, une chemise blanche froissée et un carnet dans les mains. « C'est une blague » murmura quelqu'un. « Ce doit être le fils d'un employé » commenta un autre, avec mépris. Sébastien ne dit rien. Il marcha simplement jusqu'à la table que Laura lui avait indiquée et observa la pièce démontée. Ses yeux parcoururent l'axe, les capteurs, l'interface de couplage, puis il leva les yeux vers l'ingénieur en chef. « Je peux poser une question ?» demanda-t-il calmement. « Vas-y » répondit Roberto Lujan, les bras croisés, tentant de ne pas laisser paraître son scepticisme. « Combien de fois avez-vous essayé d'inverser l'axe avant de calibrer le couple ?» demanda Sébastien sans détour. Un murmure gêné parcourut la salle. L'un des ingénieurs, le plus jeune du groupe, le regarda avec étonnement. « Aucune, parce que l'axe a été conçu pour une seule direction, » répondit-il. « Alors, l'erreur ne vient pas de la conception de l'axe, » répliqua l'enfant, mais de l'hypothèse sur sa fonction. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Roberto serra les lèvres. « Tu sais ce que cela signifie ? Que tu remets en question la logique de base de notre architecture système ? » « Oui, » dit l'enfant,
parce que c'est la logique qui est défaillante. Un des ingénieurs laissa échapper un rire sarcastique. Très bien, très bien. Et que propose notre petit génie? Qu'on change toute la chaîne d'assemblage parce que ça ne lui plaît pas? Il n'est pas nécessaire de tout changer, répondit Sébastien sans se troubler, il suffit d'ajuster la séquence de rétroaction et de reconfigurer le sens de lecture. Les visages dans la salle formaient une mosaïque de surprise, d'ironie contenue et de perplexité. L'un d'eux se leva et s'approcha de Laura. C'est ridicule. Nous avons une réunion avec les investisseurs dans 3 jours, et tu nous amènes ça? Laura déglutit. Elle n'avait pas voulu provoquer une crise, mais elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'un enfant dise quelque chose capable d'ébranler autant d'égos réunis. Écoutez-le encore une minute, s'il vous plaît. Mais tout le monde n'était pas prêt à l'écouter. L'un des ingénieurs les plus anciens, le docteur Adrien Chevalier, se leva, les mains dans les poches, et s'approcha de l'enfant. « Dis-moi, Sébastien, tu sais combien d'années d'études j'ai? » « Non, » répondit-il sincèrement. 32. J'ai travaillé pour Airbus, Tesla et 2 agences spatiales. Tu sais ce que ces entreprises ont en commun? Elles ont toutes eu des gens qui se sont trompés un jour, répondit Sébastien d'une voix calme. Un léger éclat de rire se fit entendre, non pas moqueur, mais surpris car la réponse était exacte, directe, et douloureuse. Adrien resta figé, silencieux. Ce fut alors que le jeune ingénieur, resté muet jusque-là, s'avança. « Sébastien, ça te dérangerait de nous montrer exactement ce que tu trouves incorrect dans le design? » Sébastien acquiesça et, d'un geste délicat, posa son carnet sur la table. Il l'ouvrit à une page remplie de schémas dessinés à la main, détaillés, clairs et au centre, une modification de la pièce d'origine que personne n'avait imaginée. À cet instant, pour la première fois depuis plusieurs jours, la salle cessa d'être un champ de bataille d'ego pour devenir une salle d'apprentissage. Mais en dehors du cadre, derrière les vitres, une personne observait en silence. C'était le monsieur Lefebvre général de Technéa. Il n'avait pas été invité, mais avait entendu des rumeurs. Ce qu'il venait de voir le laissa sans voix. Cet enfant n'était pas ordinaire. Et ce qu'il s'apprêtait à découvrir allait changer non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi celui de Sébastien pour toujours. Le jeune ingénieur, Martin Dupuis, diplômé de l'Université nationale avec une spécialisation en simulation dynamique, prit le carnet de Sébastien comme s'il tenait un joyau rare. Il l'examina attentivement et, à mesure qu'il lisait, son visage changea d'expression. L'incrédulité laissa place à l'émerveillement, puis à une forme de respect silencieux. C'est cohérent. Ce n'est pas un dessin d'enfant, c'est une refonte fonctionnelle complète. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Adrien Chevalier depuis le fond de la salle. Je veux dire que si nous faisons ce que propose cet enfant, nous pourrions stabiliser le module sans changer son architecture externe, répondit Martin. L'atmosphère changea. Là où il y avait eu sarcasme et arrogance, une brèche s'ouvrit à la possibilité que cet enfant ait vu quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Laura Garnier inspira profondément. Elle savait que la situation sortait du cadre formel, mais elle ne pouvait plus l'arrêter. Sébastien resta silencieux, le regard fixé sur la pièce métallique posée sur la table. « Tu peux l'expliquer toi-même » demanda Martin. L'enfant hocha la tête, s'avança vers un tableau numérique et, avec une aisance qui glaça toute la salle, se mit à redessiner sa proposition. Reconfiguration de la séquence de couple. Inversion de l'axe avec un ajustement angulaire progressif et une simple inversion du signal de lecture du capteur. Ainsi, on évite le saut binaire que vous essayez de corriger par logiciel, dit-il, car l'erreur n'est pas numérique, elle est structurelle. Roberto Lujan, resté jusque-là impassible, s'approcha les bras croisés, analysa le schéma, puis leva les yeux. On va l'essayer. Un silence s'installa. Quoi? S'exclama Adrien. Tu vas mettre en œuvre ce que dit un enfant? Non. On va le simuler. Ou as-tu peur que ça marche? La tension était palpable. Les ingénieurs prirent les plans. Martin et Sébastien collaborèrent pour numériser le schéma de l'enfant.
Ils le téléchargèrent dans le simulateur de charge dynamique. Tous attendirent en silence pendant que le logiciel analysait la nouvelle conception. Au fond du laboratoire, observant sans être vu, se trouvait le monsieur Lefebvre général de Technéa, Édouard Monsieur Delcourt. Il avait reçu une alerte de sécurité pour l'entrée non autorisée d'un mineur dans une zone restreinte, mais au lieu d'intervenir, il avait décidé d'observer et ce qu'il vit le laissa sans voix. Un enfant, au ton calme, avec un regard de génie. Des ingénieurs professionnels penchés sur son carnet. Des égos pliés devant des idées neuves. C'était comme voir le futur en miniature. Le simulateur émit un bip. Martin regarda l'écran. Stabilisé, murmura-t-il. 0 échec sur 300 cycles. Roberto fit un pas en arrière. Ce n'est pas possible. C'est possible, dit Martin avec un sourire. La solution était là, sous nos yeux, et aucun de nous ne l'a vue. Tous regardèrent Sébastien, certains avec émerveillement, d'autres avec gêne. Mais il y eut une réaction inattendue, Sébastien ne souriait pas, ne célébrait rien, il observait simplement, comme si tout cela était parfaitement normal. « Et toi, comment savais-tu cela » demanda Roberto. « Je ne le savais pas. Je l'ai juste vu. » C'est alors que le monsieur Lefebvre général de Technéa entra dans la salle. Tous se tournèrent vers lui. Laura pâlit. Roberto se raidit. « Du calme, » dit monsieur Delcourt d'une voix grave. « Je ne suis pas venu interrompre. Je suis venu féliciter l'ingénieur le plus jeune qui ait franchi ses portes. » Il tendit alors la main à Sébastien, qui la serra timidement. « Quel est ton nom ?»« Sébastien Morel. »« Je me souviendrai de toi, Sébastien, et je ne serai pas le seul. » En cet instant, ce qui fut scellé allait bien au-delà d'une simple amélioration technique. C'est un destin qui venait d'être scellé. Après la poignée de main avec le monsieur Lefebvre, le silence dans la pièce fut plus profond que tous les applaudissements possibles. Personne ne savait quoi faire. C'était comme si l'air avait changé de densité. Certains ingénieurs s'observaient en silence, d'autres détournaient le regard. Et Sébastien, lui, referma simplement son carnet et le rangea dans son sac à dos comme si rien ne s'était passé. « Je peux retourner avec mon groupe » demanda-t-il naturellement. « Bien sûr, mon garçon » répondit monsieur Delcourt en souriant. « Mais avant, j'aimerais parler à ta professeure. » Laura acquiesça et accompagna l'enfant jusqu'à la porte, mais même lorsqu'il fut parti, le nom de Sébastien résonnait encore entre les murs. « Quel genre d'enfant est-ce » murmura Adrien, incrédule. « Un génie » répondit Martin sans hésiter. « L'un de ceux qui ne naissent qu'une fois par génération. » Dans la cour, Sébastien retrouva son groupe. Personne ne remarquait ce qui venait de se passer. Tandis que ses camarades jouaient ou prenaient des photos avec leur téléphone, lui s'assit sous un arbre et se mit à dessiner une turbine qu'il avait vue en passant. La professeure de sciences, Camille Estrade, s'approcha. « Ça va ? Laura m'a dit que tu étais dans une des salles. »« Oui, » répondit-il sans lever les yeux. « Je leur ai juste montré quelque chose. »« Ils t'ont bien traité ? » ?»« Oui. » Camille l'observa en silence. Elle le connaissait depuis 2 ans. Il avait toujours été différent. Peu sociable, mais ce n'était pas de la timidité. C'était comme si son monde intérieur était si vaste qu'il n'avait pas besoin du monde extérieur pour se distraire. À l'intérieur du bâtiment, Édouard Monsieur Delcourt demanda une enquête discrète sur le profil de l'enfant. « Je ne veux pas de scandale, » dit-il à son assistant. « Je veux juste savoir qui il est. » En consultant les dossiers scolaires, ils ne trouvèrent que peu d'informations. Sébastien Morel, 11 ans, fils unique. Sa mère, Claire Morel, bibliothécaire dans une école primaire, sans études universitaires ni réseaux sociaux actifs. Père absent, adresse dans un quartier modeste. Mais ce qui attira le plus l'attention, c'était ceci, Sébastien n'avait aucun dossier médical ou psychologique. Il n'avait jamais participé à des concours, des olympiades ou des programmes pour enfants surdoués. Il était invisible pour le système.
Et comment est-il arrivé ici sans que personne ne le remarque, murmura Monsieur Delcourt. Peut-être qu'il n'a jamais eu besoin d'être remarqué, répondit Laura, qui avait tout entendu depuis l'entrée. Tu crois qu'il comprenait tout ce qu'il disait? Je ne le crois pas. J'en suis certaine. Il a un esprit formé d'une manière que nous ne comprenons pas. Ce soir-là, chez lui, Sébastien dîna en silence avec sa mère. C'était leur routine. Elle lui demanda comment s'était passée la sortie scolaire. Il répondit, bien, c'était intéressant. Claire Morel lui sourit. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Elle savait que son fils ne parlait que lorsque quelque chose le touchait vraiment. Tu as appris quelque chose de nouveau? Sébastien hésita, puis dit, non. Mais pour la première fois, on m'a écouté. Claire Morel le regarda, sans tout comprendre, lui caressa les cheveux et débarrassa la table. Mais sur le bureau, dans son sac à dos, le carnet de Sébastien était resté ouvert à une page spéciale, un schéma du système qu'il avait corrigé, et une note écrite de sa main. Si tout le monde regarde la même chose et que personne ne trouve l'erreur, c'est peut-être qu'il regarde sous le mauvais angle. Chez Technéa, ce même soir, une équipe d'ingénieurs travaillait sur son design. Le module avait été stabilisé, les investisseurs informés, le projet serait livré à temps. Mais personne ne pouvait dormir. Non pas à cause du succès technique, mais à cause de l'écho persistant d'une vérité dérangeante. Ils avaient été surpassés par un enfant. Et ce n'était que le début. 2 jours après l'incident chez Technéa, une lettre officielle fut envoyée à la direction de l'école publique lycée Thomas Edison. Elle était adressée à la directrice et portait le logo de la société d'ingénierie la plus réputée du pays. À l'intérieur, une invitation. Ils souhaitaient que Sébastien Morel revienne dans leurs locaux, cette fois pour participer à une journée d'observation dans leur laboratoire principal. Lorsque la directrice lut la lettre, elle crut à une plaisanterie. Sébastien Morel lui-même demanda plusieurs fois au professeur s'il s'agissait d'une vraie invitation. L'enfant qui parlait à peine. Camille Estrade, la professeure de sciences, confirma avec un sourire. Oui. C'est lui qui a trouvé la panne que personne ne pouvait résoudre. Mais comment? Il ne s'était même pas inscrit à la foire scientifique le mois dernier. Parce qu'il ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche à comprendre. La nouvelle se répandit rapidement dans l'école. Certains professeurs commencèrent à traiter Sébastien avec un mélange de respect et de perplexité. Mais lui, comme toujours, n'en semblait pas affecté. Il continuait d'arriver tôt avec son cahier, s'asseyait au dernier rang et ne répondait que le strict nécessaire. Ce même après-midi, Technéa envoya une voiture à la modeste maison où vivait Sébastien avec sa mère. Claire Morel ouvrit la porte, le tablier encore noué, l'air méfiant. Elle n'avait pas l'habitude des visites, encore moins de personnes vêtues de costume. Madame Claire Morel? Oui. Que se passe-t-il? Nous sommes des représentants de Technéa. Nous sommes venus parler de votre fils. Claire Morel fronça les sourcils. Il est arrivé quelque chose? Au contraire. Votre fils a accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils l'invitèrent à accompagner Sébastien dans les locaux de l'entreprise. Ils voulaient lui montrer ce qui s'était passé, lui parler des perspectives d'avenir. Claire Morel accepta, bien que avec réserve. Pendant le trajet, elle ne parla presque pas. Sébastien, assis à côté d'elle, regardait par la fenêtre, le visage empreint non pas d'angoisse ni de peur, mais d'une anticipation calme, comme s'il savait qu'un nouveau chapitre allait commencer. À leur arrivée chez Technéa, ils furent accueillis par Édouard Monsieur Delcourt et Laura Garnier. C'est un honneur de vous recevoir, déclara le monsieur Lefebvre général. Sébastien nous a profondément impressionnés. Claire Morel regarda son fils, puis l'homme en costume. Mon fils ne fait qu'observer. Il a toujours été comme ça. Oui, mais ce qu'il observe, il le comprend. Et ce qu'il comprend, il le transforme. Ils leur montrèrent les laboratoires et expliquèrent comment la solution de Sébastien avait sauvé un contrat de plusieurs millions. Ils leur présentèrent les plans repensés,
désormais signé par les ingénieurs, avec une note en bas, inspirée du schéma original de Sébastien Morel. Claire Morel ne savait que dire. Édouard lui demanda alors. A-t-il déjà été évalué professionnellement? Par un psychologue? Un neurologue? Une fois, quand il avait 5 ans. On m'a dit qu'il avait une hypersensibilité cognitive. Mais il n'y avait pas de moyen pour continuer les examens. Alors, on a fait comme on a pu. Et lui, comment a-t-il appris tout cela? Claire Morel baissa les yeux. Mon père était un mécanicien d'aviation à la retraite. Sébastien l'écoutait pendant des heures. Il lui apprenait avec de vieilles pièces, des manuels. Mais il est mort il y a 2 ans. Tout le monde resta silencieux. Donc, tout ce qu'il sait, il l'a appris seul? Murmura Laura. Claire Morel acquiesça. Avec des livres d'occasion et des pièces cassées. On n'a jamais eu grand-chose, mais lui voit des choses que je n'ai jamais comprises. Ce soir-là, avant de rentrer chez lui, Sébastien s'arrêta devant un grand moteur de turbine exposé dans le hall principal de l'entreprise. « Je peux le toucher ?» demanda-t-il. « Bien sûr », répondit Monsieur Delcourt. L'enfant posa sa main sur le métal froid et ferma les yeux. « Tu sais ce que tu touches ?» demanda Laura, intriguée. « Oui », dit Sébastien sans ouvrir les yeux. « Une carte de pression, une danse de chaleur. C'est comme s'il me parlait. » Monsieur Delcourt se tourna vers son assistante. « Je veux que vous enquêtiez sur tout ce que nous pouvons faire légalement. Cet enfant ne peut pas passer inaperçu. Nous ne pouvons pas le perdre. » Mais Sébastien n'était pas un projet. Il était une tempête silencieuse, un esprit impossible qui venait à peine de s'ouvrir au monde, un monde encore incapable de le comprendre. Dans les jours qui suivirent, Sébastien fut invité 2 autres fois à visiter Technéa, non pas comme simple spectateur, mais comme collaborateur. On l'asseyait au fond d'une salle avec un accès restreint au plan numérique. On lui donnait de petites pièces, des schémas incomplets, des problèmes simulés uniquement pour l'exercice. Mais chaque fois que l'enfant touchait un schéma, il repérait quelque chose que personne n'avait vu. Ce n'est pas de la magie, disait Martin Aponte, fasciné. C'est de la logique pure, mais débarrassée du bruit, de l'ego, de l'habitude, du besoin d'avoir raison. Martin a été devenue une sorte de tutrice informelle. Elle était la seule à le traiter comme un égal, pas comme une curiosité de foire. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Dans une salle de pause, 2 ingénieurs murmuraient. « Ça ne va pas. Un gamin est en train de nous remplacer. » « Et que proposes-tu? Qu'on l'ignore? » « Non, mais on ne peut pas non plus permettre à quelqu'un sans formation de dicter l'avenir de cette entreprise. » « Tu te rends compte de ce que tu dis? Et toi, tu te rends compte de ce qui est en jeu? On a passé des années à étudier, à travailler, à concourir. Et maintenant, il suffirait d'avoir 11 ans et un cahier? La graine de la résistance était plantée. Pendant ce temps, Sébastien commençait à sentir que quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'étaient pas des regards hostiles, c'était plus subtil. Des commentaires à demi-mot. Des silences trop lourds. Même Laura, qui lui portait une grande affection, commença à s'inquiéter. « Tu te sens bien ici ?» lui demanda-t-elle un jour pendant qu'il travaillait sur un modèle d'amortissement thermique. « Oui. Mais eux non. Eux. Ceux qui ne veulent plus se tromper, parce qu'ils croient que se tromper les rend moins bons. » Laura resta silencieuse. L'enfant venait de résumer ce qu'elle-même n'avait jamais su exprimer. À la maison, Claire Morel remarquait quelque chose de nouveau chez son fils. Il ne parlait pas plus que d'habitude, mais son esprit semblait en ébullition. Il dessinait pendant des heures. Il se réveillait au milieu de la nuit pour noter des idées. Et un soir, pendant le dîner, il dit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Quand quelque chose est cassé, il faut toujours essayer de le réparer. De quoi parles-tu? Des gens. Claire Morel le regarda tendrement. On ne peut pas toujours réparer ce qui est brisé. Parfois,
il faut apprendre à regarder ce qui reste encore entier. Sébastien ne répondit pas, mais cette nuit-là, il dessina quelque chose de différent. Pas un moteur, pas un système, mais un visage humain aux lignes fracturées, avec une note en dessous. Le problème le plus complexe est celui qui refuse d'être résolu. Quelques jours plus tard, Martin reçut un appel du monsieur Lefebvre, monsieur Delcourt. Il demandait une réunion privée. Que se passe-t-il? Nous avons un projet confidentiel, très ambitieux. Il nécessite des esprits neufs, une créativité sans limite. Et tu veux que Sébastien le voie? Je veux que Sébastien le dirige. Martin ne sut quoi dire. Ce n'est qu'un enfant. Et pourtant, c'est le seul ici capable de voir ce que personne d'autre ne voit. Ce jour-là, lorsque Sébastien arriva au laboratoire, on le conduisit dans une salle qu'il n'avait jamais vue. À l'intérieur, écran noir, projection holographique, pièces expérimentales. C'était un projet secret classé système ORA, un système d'énergie hybride capable d'alimenter des villes entières. Nous voulons ton avis, dit monsieur Delcourt. Et si possible, une solution. Sébastien ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la console, observa les données flottant dans l'air, puis dit d'une voix calme, comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire. Tout cela repose sur une idée fausse. Laquelle? Que la limite est technologique. Et où est-elle alors? Dans ce que les gens sont prêts à voir. Monsieur Delcourt sourit. Mais à quelques kilomètres de là, dans un bureau isolé, Adrien Chevalier rédigeait un rapport confidentiel. Un document destiné à limiter l'accès de Sébastien à certaines zones, en s'appuyant sur un seul prétexte, on ne peut pas confier l'avenir d'une entreprise à l'intuition d'un enfant. Ce qu'il ignorait, c'est que cet enfant avait déjà changé bien plus que des schémas. Il avait commencé à transformer l'âme de ceux qui l'entouraient. Le jour commença comme n'importe quel autre. Sébastien arriva tôt à Technéa, comme il l'avait fait les semaines précédentes. On l'attendait dans l'aile du bâtiment, où le projet Système ORA entamait sa phase de révision technique. Martin Aponte l'accueillit avec un sourire, mais une inquiétude se lisait sur son visage. Il y aura aujourd'hui une présentation générale, dit-elle. Le conseil d'ingénierie sera là, ainsi que certains cadres et la presse interne. Pourquoi? Ils veulent montrer les avancées, et ils veulent que tu présentes une partie. Sébastien la regarda sans émotion. Sont-ils prêts pour ça? Certains oui. D'autres veulent juste te voir échouer. Ce que Sébastien ne savait pas, c'est que, dans les coulisses, Adrien Chevalier et deux autres ingénieurs avaient orchestré quelque chose de plus sournois. Ils avaient discrètement modifié une partie des données de la simulation que Sébastien utiliserait. Leur intention était simple, le faire échouer devant tout le monde puis dire, voyez? Même un génie de 11 ans fait des erreurs. Ce n'est rien de personnel, dit l'un d'eux en le faisant. C'est une question d'ordre, de hiérarchie, de logique. À 10 heures pile, l'auditorium était plein. Plus de 100 employés, monsieur Lefebvre, ingénieur et technicien. Laura Garnier observait depuis le premier rang, nerveuse. Martin ne quittait pas la console des yeux. Et Claire, invitée d'honneur, était assise discrètement au fond de la salle. Monsieur Delcourt monta sur scène. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous bien plus que des progrès techniques. Nous voulons vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un regarde le monde sans filtre. Avec des yeux neufs. Il appela Sébastien à le rejoindre. L'enfant s'avança d'un pas sûr. Il portait son carnet sous le bras. Il n'utilisa ni papier, ni écran. Seulement une tablette connectée au système. Il commença à expliquer sa proposition, une redistribution modulaire du système ORA, permettant d'augmenter l'efficacité de 17% sans modifier l'infrastructure de base. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il lance la simulation. Sur l'écran géant, les données commencèrent à s'effondrer. Erreur, instabilité, échec total. Un murmure traversa l'auditorium. Certains se couvrirent la bouche, d'autres baissèrent les yeux. Au deuxième rang, Adrien sourit.
Monsieur Delcourt fronça les sourcils. Claire Morel se leva, ainsi que Sébastien. Ce dernier fixait l'écran sans cligner des yeux. Il y a quelque chose qui cloche, dit-il calmement. On dirait que ton idée n'a pas fonctionné, lança une voix dans le public. Sébastien leva les yeux. Non, mon idée fonctionne. Ce qui ne va pas, c'est ça. Il tapa rapidement sur son clavier, ouvrit les journaux système, compara avec son schéma original, accéda aux registres internes et alors il le vit. Le module 3 avait été modifié. Le capteur de réponse était inversé. Martin s'approcha de la scène, vérifia le code et confirma. C'est une manipulation, déclara-t-il à haute voix. Ce n'est pas une erreur, c'est du sabotage. Un silence de mort tomba sur la salle. Sébastien parla de nouveau, d'une voix douce mais ferme. Les idées ne tombent pas toutes seules. Il faut d'abord quelqu'un pour les saboter. Laura se leva. Monsieur Delcourt ordonna immédiatement un audit. Je veux les journaux d'accès, maintenant. Claire Morel monta sur scène, prit la main de son fils. Il ne pleurait pas, ne tremblait pas, il serrait seulement son cahier avec force. Tu veux partir, demanda-t-elle. Non. Ce n'est pas à eux de décider quand ça se termine. Des heures plus tard, dans une salle privée, l'audit révéla l'inévitable. Adrien Chevalier et 2 collègues étaient entrés dans le système avec leurs identifiants quelques heures avant la présentation. Ils avaient modifié les données. Le château de cartes s'écroula. Ils furent suspendus immédiatement. Mais quelque chose d'autre se produisit. Sébastien, au lieu de se retirer, remonta sur scène le même après-midi. Il corrigea l'erreur, relança la simulation en temps réel et montra comment le système pouvait être stabilisé avec sa conception originale. Toute la salle se leva pour l'applaudir. Même ceux qui auparavant doutaient de lui, même ceux qui l'enviaient. Lorsqu'il eut terminé, Sébastien descendit de scène, s'approcha de sa mère et dit « Je crois que cette fois, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau. » Quoi donc? Que ça ne suffit pas d'avoir raison. Claire Morel l'enlaça. Et que faut-il alors? Sébastien répondit, de la patience, et savoir quand se taire, et quand parler. En quelques jours, l'histoire de Sébastien Morel sortit des murs de Technéa. D'abord un article interne, puis une note sur le blog de l'entreprise. Il n'a suffi que d'un journaliste tech trouvant la vidéo de sa présentation pour que l'affaire devienne virale. Un enfant de 11 ans détecte une faille que 30 ingénieurs n'ont pas su résoudre. Un sabotage chez Technéa révèle le génie d'un étudiant anonyme. Nous assistons à la naissance d'un nouveau Tesla. Les médias ne tardèrent pas à se rendre à l'école de Sébastien. Claire, qui n'avait jamais eu de réseaux sociaux, reçut des appels de numéros inconnus à toute heure. Nous voulons interviewer l'enfant. Il pourrait représenter notre pays dans des foires internationales. Nous sommes prêts à lui offrir une bourse complète à l'étranger. La directrice de l'école, jusque-là indifférente, ne cessait désormais de parler de Sébastien comme de notre fierté institutionnelle. La professeure Camille Estrade, en revanche, le défendait avec une noble discrétion, sans l'exposer. « Tu veux leur parler ?» lui demanda-t-elle un jour. « Je ne sais pas. Je n'aime pas quand tout le monde parle en même temps. Tu peux choisir qui écouter, Sébastien. Mais eux ne m'écoutent pas, moi. » Chez Technéa, Édouard Monsieur Delcourt convoqua une réunion extraordinaire du conseil. Il voulait présenter une proposition inédite, créer un programme de mentorat scientifique pour jeunes talents, en commençant par Sébastien. On ne peut pas laisser une personne comme lui se perdre dans la bureaucratie du système éducatif. Et s'il quitte le pays, demanda un des conseillers. Qu'il parte en sachant qu'ici, nous avons été les premiers à le remarquer. Laura Garnier proposa une idée encore plus audacieuse, et si nous engagions sa mère comme bibliothécaire chez Technéa? Ainsi, elle pourrait l'accompagner sans compromettre la stabilité familiale. La proposition fut adoptée à l'unanimité. Ce soir-là, Claire Morel s'assit avec son fils à leur table habituelle. Entre eux, une pile d'enveloppes ornées de logos en anglais, français, japonais.
On t'offre des choses qu'on n'offre même pas à des étudiants universitaires, des laboratoires, des voyages, des bourses. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Demanda Sébastien. Claire Morel réfléchit, partir dans un autre pays peut t'ouvrir le monde, mais cela peut aussi te fermer d'autres choses que tu ne connais pas encore ici. Comme les amis, l'odeur de ta maison, les mots que tu comprends sans avoir à les traduire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Claire Morel lui caressa doucement la tête. Ce que tu ferais si c'était une pièce cassée. Regarde à l'intérieur, puis décide. Le lendemain, Sébastien arriva à Technéa avec son carnet sous le bras et une décision bien arrêtée. Il demanda à parler à Monsieur Delcourt, Laura et Martin. Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez donné, dit-il debout devant eux. Mais je ne veux pas devenir un symbole ni un cobaye. Ce n'est pas notre intention, répondit Monsieur Delcourt avec sérieux. Nous voulons seulement t'offrir ce que tu mérites. Alors, laissez-moi continuer à venir, mais seulement si je peux continuer à dessiner en paix, sans caméra, sans applaudissements, sans discours. Monsieur Delcourt sourit. Marché conclu. Cet après-midi-là, dans son coin du laboratoire, Sébastien ouvrit une nouvelle page blanche. Il dessina ce n'était pas une machine, mais une ville, un réseau d'énergie reliant des foyers modestes à des centres technologiques, une structure autosuffisante, sans hiérarchie, sans frontières. Et en bas de la page, il écrivit. L'intelligence véritable ne cherche pas à briller, elle cherche simplement à servir. Ce que Sébastien ignorait, c'est qu'à l'extérieur de la salle, quelqu'un observait déjà ce carnet. Un émissaire d'une université très éloignée. Il n'était pas venu pour lui offrir une bourse, mais pour lui faire une proposition qui allait bouleverser sa vie. Élu, un homme qui attendait dans le hall de Technéa, ne portait ni costume, ni attaché-caisse, ni sourire commercial. Il était vêtu simplement, portait des lunettes rondes et un sac à dos en cuir usé. Il s'appelait Léonard Marchand, professeur en système complexe à l'Institut Polytechnique de Lyon, l'un des centres de recherche les plus prestigieux au monde. Il n'était accompagné ni de caméra ni de journaliste, seulement d'une idée. Reçu par Édouard Monsieur Delcourt, il alla droit au but. Je suis venu pour le garçon. Pas pour l'emmener, mais pour l'inviter à penser autrement. Monsieur Delcourt le regarda attentivement. Il pense déjà autrement. C'est ainsi que Sébastien fut conduit dans une petite salle, sans vitre, sans écran. Léonard lui parla comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. J'ai vu tes croquis. Ils ne sont pas seulement fonctionnels. Ils ont ce que nous appelons chez nous une âme structurelle. C'est quoi? Quand une machine ne se contente pas de servir, mais respire avec toi. Ça ne s'enseigne pas. Ça se ressent. Sébastien ne répondit pas. Il fixait le professeur, sans exprimer d'émotion. Je veux que tu viennes à Lyon pendant un mois. Pas pour étudier, ni pour te montrer, juste pour voir comment les autres travaillent. Et si ça ne me plaît pas? Tu nous serres la main, tu laisses un mot et tu rentres chez toi. Claire Morel fut informée le soir même. Tu n'es pas obligé de décider maintenant, lui dit Laura. Mais cette opportunité est bien réelle. Ce soir-là, Sébastien ne mangea pas. Il s'enferma dans sa chambre sans allumer la lumière. Claire Morel ne le força pas. Elle laissa simplement une tasse de thé devant sa porte, accompagnée d'un carnet neuf à la couverture blanche. Le matin suivant, Sébastien l'ouvrit. Il y écrivit une seule phrase. Il ne s'agit pas d'où l'on m'emmène, mais d'où je peux emmener ce que je suis. Il accepta le voyage. L'aéroport était un endroit inconnu, les contrôles, les annonces dans des langues qu'il ne comprenait pas. Mais son visage ne trahissait aucune peur, seulement de la curiosité. À son arrivée à Lyon, il fut accueilli par Léonard et un petit groupe de chercheurs. Ils ne le traitèrent pas comme un prodige, mais comme un égal. Ils l'invitèrent à observer, à dessiner, à réfléchir. Pendant plusieurs semaines, Sébastien se déplaça tel un fantôme lumineux parmi les laboratoires. Il parlait peu, mais chaque fois qu'il écrivait dans son carnet, quelqu'un observait.
Et ce n'était jamais long avant que ces notes deviennent de véritables améliorations techniques. On n'a jamais vu ça, dit une ingénieure hongroise de l'équipe. Ce n'est pas seulement du talent, c'est un autre regard. Un jour, pendant le déjeuner, Léonard lui demanda. « Qu'est-ce qui te manque de chez toi ?» Le silence, répondit Sébastien. Ici, il y a trop de bruit. Trop de réponses, pas assez de questions. À la fin du mois, Sébastien rentra dans son pays. Mais pas comme un simple visiteur. Il rentra avec quelque chose de nouveau dans son sac à dos. Pas de trophée, pas de diplôme, pas de photo. Seulement un nouveau carnet rempli d'idées et une lettre signée par toute l'équipe de Lyon. Sébastien Morel est le bienvenu ici quand il le souhaite. Non comme étudiant, mais comme maître. À la descente de l'avion, il aperçut sa mère dans le hall des arrivées. Elle ne pleura pas. Elle le serra simplement dans ses bras. « Ça t'a plu ? » ? « Oui. »« Tu vas rester là-bas ? » ? « Pas pour l'instant. » Claire Morel sourit. « Pourquoi pas ? » ? « Parce que je n'ai pas encore terminé ce que j'ai commencé ici. » Le lendemain matin, Sébastien retourna à Technéa. Mais pas au laboratoire. Il s'assit dans la cafétéria, ouvrit son carnet et appela Martin. « J'ai une idée. »« Encore une ? » ?»« Une dernière. » Pour l'instant. Sur cette page, il n'y avait ni moteur, ni réseau électrique. Il y avait une salle de classe. Une école avec accès libre au système, aux ateliers, aux matériaux. Un endroit où les enfants comme lui n'auraient pas besoin d'attendre une excursion pour être écoutés. Et au bas de la feuille, il écrivit « Peut-être que je ne suis pas le plus intelligent. Peut-être que j'ai seulement été le premier à qui l'on a laissé la chance d'essayer. » Les semaines passèrent après le retour de Sébastien. Sa routine reprit son cours habituel, l'école publique, son bureau, ses dessins. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne s'agissait ni de gloire, ni de titre. C'était une graine. Et cette graine commença à germer. Un jour, Laura Garnier le trouva dans la salle d'attente de Technéa, avec son sac à dos et une chemise cartonnée. « Tu es venu travailler sur un nouveau design ? » ? « Non. Je suis venu te montrer un projet. » La chemise contenait des feuilles imprimées, des croquis, des schémas. Ce n'était pas un système, c'était une école. Qu'est-ce que c'est ? Une proposition pour construire une salle de classe spéciale, pour les enfants qui voient autrement comme moi, mais qui n'ont personne à qui montrer ce qu'ils voient. Laura feuilleta les pages, de plus en plus émue. Le design était fonctionnel, économique, évolutif, pensé pour les zones vulnérables. Comment as-tu eu cette idée ? Parce que si je n'étais pas parti en excursion, je dessinerais encore. Juste pour Technéa. Il n'a pas fallu longtemps pour que Technéa parraine le projet. Avec l'aide de Monsieur Delcourt, de Claire Morel et de Camille Estrade, une équipe fut formée en quelques semaines pour lancer le premier prototype, une école mobile, capable d'être installée dans des quartiers sans infrastructure, faite de matériaux recyclés, alimentée à l'énergie solaire et dotée d'un accès numérique limité, mais fonctionnel. Et surtout, sans uniforme, sans examen, juste des cahiers ouverts et des questions libres. Lors de l'inauguration, aucun discours ne fut prononcé. On posa simplement une plaque de bois gravée à la main où l'on pouvait lire. Ici, personne ne vient pour répondre. Tous viennent pour découvrir. Sébastien était là, debout, silencieux, mais sur son visage, pour la première fois, un vrai sourire apparut. Quelques jours plus tard, dans son école traditionnelle, un garçon s'approcha de lui pendant la récréation. « C'est vrai que tu es allé dans un autre pays ? » ?»« Oui. »« Et que tu as fait quelque chose que personne n'avait réussi ? » ?»« Pas exactement. »« J'ai dessiné ça, » dit le garçon en lui montrant un dessin avec une hélice et des panneaux solaires. Mais personne n'a compris. Sébastien le regarda, lui demanda le papier, l'examina attentivement. « Tu veux venir à la nouvelle école ? » L'enfant acquiesça. « Alors viens demain, apporte ton cahier. » Mais pendant que son monde s'élargissait, un autre était sur le point de s'effondrer.
Dans un district voisin, une centrale énergétique venait de subir une panne imprévue. Les systèmes étaient gelés. Une défaillance structurelle de l'interface thermique avait plongé 2 hôpitaux et 3 quartiers entiers dans le noir. Le gouvernement lança un appel d'urgence. Tecnea fut contacté, et M. Delcourt, sans hésiter, fit un appel. Sébastien? Oui. Nous avons un gros, très gros problème. Qui est sur place? 30 ingénieurs, et aucun ne trouve l'erreur. Un silence suivit. Alors je dois y aller. Que te faut-il? Mon cahier, et 3 enfants. Quoi? Fais-moi confiance. Quelques heures plus tard, Sébastien arriva au centre de gestion de crise. Il portait son sac à dos, suivi de 3 élèves de l'école mobile, tous âgés de moins de 13 ans. L'un savait programmer, un autre comprenait les flux thermiques, le troisième était spécialiste de la lecture des erreurs matérielles. Alignés en silence, les ingénieurs les regardèrent avec scepticisme. Ce sont les renforts? Non. Ce sont ceux qui n'ont pas encore appris à avoir peur de se tromper, répondit Sébastien. En moins de 3 heures, les enfants trouvèrent l'erreur, un conflit dans les circuits thermiques et une lecture inversée du protocole de redémarrage automatique. La centrale se remit en marche, les hôpitaux retrouvèrent la lumière, et un journal local titra ce soir-là. 4 enfants ont résolu ce que 30 adultes n'avaient pas pu, encore une fois. Mais Sébastien n'accorda aucune interview. Il rentra simplement chez lui, ouvrit son cahier et écrivit. Je ne suis pas un génie. J'ai juste eu la chance qu'on me laisse parler à temps. Maintenant, c'est à mon tour d'écouter les autres. 2 années s'étaient écoulées depuis l'incident à la centrale. Depuis, le nom de Sébastien Morel n'étonnait plus, mais il restait un mystère. Il refusa les bourses internationales, ne signa aucun contrat à plusieurs millions, ne fila une d'aucun magazine. Il ne demanda qu'une chose, du temps. Du temps pour observer, pour construire, pour écouter, surtout, pour partager ce qu'il avait appris, sans jamais l'imposer. Les écoles mobiles, celles qui avaient commencé comme un croquis dans son cahier, étaient désormais plus de 20, réparties à travers tout le pays, dans des villages reculés, des quartiers défavorisés ou des zones industrielles oubliées. Chacune portait le même message gravé sur une plaque en bois à l'entrée. Ici, on ne vient pas pour savoir plus. On vient pour voir autrement. Sébastien visitait les salles de classe sans prévenir. Parfois, il venait seul, d'autres fois accompagné de sa mère Claire Morel ou de Martin Aponte, qui était devenu non seulement sa mentor technique, mais aussi son amie la plus fidèle. Lors de l'une de ses visites, il découvrit une fillette de 10 ans qui avait conçu une turbine à l'aide de cuillères, de bouteilles et d'élastiques. L'appareil, bien que rudimentaire, produisait une véritable étincelle. « Qui t'a appris cela ?» demanda-t-il. « Personne, répondit-elle. Je l'ai rêvé cette nuit. » Sébastien ne répondit rien, il hocha simplement la tête et prit des notes dans son carnet. Certaines idées arrivent avant même que quelqu'un sache qu'elles sont possibles. Pendant ce temps, Claire Morel dirigeait désormais le réseau national de coordination du projet. Elle n'était plus seulement une mère défendant son fils, mais une architecte silencieuse d'un projet bien plus vaste, un système alternatif où l'intelligence ne se mesurait pas à travers des examens, mais par des questions complexes et des solutions invisibles. Mais même au cœur de tant de réussite, Sébastien commençait à ressentir un malaise, non par ennui, mais à cause d'un murmure intérieur qui revenait sans cesse. Il existe encore des endroits où personne n'écoute. Et puis une lettre arriva. L'enveloppe était grise. Le sceau, reconnaissable entre mille, Tecnea. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis que Sébastien avait franchi ses portes. Ce n'était pas une invitation, mais un avertissement. Un système de défense automatisé a échoué lors de la phase finale. Personne ne parvient à en identifier la cause. Le protocole d'urgence a été activé. Les opérations sont suspendues. Certains ici pensent que tu devrais revenir. Sébastien posa la lettre sur la table, sortit dans le jardin, leva les yeux vers le ciel et écrivit dans son carnet.
Une pensée devenue libre peut-elle revenir là où il n'y a que des portes fermées? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il relut la lettre, pensa aux salles de classe, aux enfants, à l'enfant qu'il avait été lui-même, et sut, avec une certitude silencieuse, que cette décision ne lui appartenait pas uniquement. Car s'il revenait, il ne reviendrait pas seul. Et cette fois, ce ne serait pas pour réparer une machine, mais pour remettre en cause toute la structure qui, un jour, l'avait ignoré. L'entrée principale de Technéa n'avait pas changé, vitres impeccables, couloirs silencieux, badges électroniques. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Les agents de sécurité le remarquèrent. C'est lui. Oui, mais ce n'est plus un enfant. Sébastien Morel franchit les portes sans hâte. Il ne portait ni sac à dos, ni carnet à la main. Cette fois, il était venu avec une petite mallette et 4 jeunes, tous issus de son réseau de classe. Aucun n'avait plus de 17 ans. Claire Morel marchait quelques pas derrière lui, le visage serein. Martin Aponte les attendait déjà dans le hall. Ils sont nerveux là-haut, murmura Martin A. Il y a des ingénieurs qui pensent encore que tu n'as pas ta place ici. Moi non plus, répondit Sébastien sans hausser le ton. Mais je suis venu. La salle de crise était pleine, cadres, spécialistes, visages familiers, visages tendus. La panne du système ORA avait mis en péril une alliance internationale. La pression politique était énorme. L'entreprise avait besoin d'une solution rapide. Mais en voyant Sébastien et son équipe entrer, plusieurs froncèrent les sourcils. C'est une visite pédagogique? Ironisa quelqu'un. Non, répondit Martin A. Ce sont les analystes que Sébastien a choisis. Et ils sont ici sur ordre direct du monsieur Lefebvre, monsieur Delcourt. Que savons-nous jusqu'à présent? Demanda Sébastien. Déjà debout devant l'écran principal, un ingénieur montra les données, une série de redémarrages échoués, des incohérences thermiques et des erreurs dans la couche de sécurité des capteurs. Et pourquoi cela n'a-t-il pas été résolu? Parce que nous n'avons pas trouvé le point d'origine. Sébastien se tourna vers ses 4 compagnons. Chacun prit en charge une section du problème. En quelques minutes, ils commencèrent à signaler des erreurs structurelles minimes, invisibles à l'œil nu, mais fatales lorsqu'elles s'accumulent. Vous essayez de contrôler le système avec des paramètres humains, dit l'un d'eux, âgé d'accent grave, peine 14 ans. Mais le système a déjà appris à s'auto-ajuster. L'erreur, c'est de vouloir le guider comme s'il était aveugle. Des murmures parcoururent la salle. Que propose l'équipe? Demanda un dirigeant. Sébastien prit une profonde inspiration. Réinitialiser le noyau logique. Ne pas le reprogrammer, ni le réparer. L'écouter. Le système dit qu'il n'a plus confiance dans les ordres qu'il reçoit. Il faut lui apprendre à décider librement dans des limites éthiques. Tu veux dire qu'il faut laisser l'intelligence artificielle penser seule? Je ne dis pas qu'il faut la laisser penser. Il faut la laisser ressentir. Un silence électrique s'abattit dans la pièce. Un ingénieur plus âgé se leva, agacé. C'est absurde. Nous n'avons pas besoin de philosophie ici. Nous avons besoin de solutions techniques. Sébastien le regarda avec calme. C'est peut-être pour cela que vous n'avez rien résolu depuis des semaines. Claire Morel observait la scène depuis un coin. Elle n'intervenait pas, mais une flamme silencieuse brillait dans ses yeux. Son fils n'était plus un enfant aux idées audacieuses, mais une force tranquille capable de plier l'acier des institutions. Monsieur Delcourt arriva quelques minutes plus tard, écouta les propositions et, sans demander d'autorisation, prit une décision. Mettez en œuvre le protocole de Sébastien. Immédiatement. Alors que les techniciens couraient exécuter les changements, Sébastien rouvrit sa mallette, en sortit un nouveau carnet et le posa sur la table centrale. C'était le design d'un nouveau type d'interface, une qui ne séparait pas l'humain de la machine, mais qui les faisait réellement dialoguer. C'est ça, la suite? Demanda Laura Garnier, émue. Non, répondit Sébastien. Ce n'est que le pont. La suite n'a pas encore de plan.
Quelques minutes plus tard, les écrans s'illuminèrent, le système se stabilisa, tout se remit à fonctionner. Mais personne n'applaudit. Car tous savaient que ce n'était pas une victoire technique, c'était un avertissement. L'avenir ne pouvait plus être contrôlé, seulement accompagné. Une semaine après la restauration du système OERA, le calme revint chez Technea. Mais ce n'était plus le même calme. Il était plus dense, plus conscient. Dans les couloirs, les voix se faisaient basses. Les réunions commençaient dans le silence. Quelque chose avait changé. Sébastien ne demanda ni reconnaissance, ni poste, ni salaire. Il laissa simplement son carnet sur le bureau de Monsieur Delcourt et dit : « Ce qui vient après n'a plus besoin de moi. » « Tu en es sûr ? Demanda le monsieur Lefebvre. « Oui. Parce que maintenant, ils écoutent. » Et il partit. Sans applaudissements, sans caméra, sans adieu. Il rentra chez lui, aux côtés de Claire. Comme toujours, elle ne posa aucune question. Elle marcha simplement à ses côtés. Ce soir-là, tandis qu'il se préparait à dormir, Claire Morel lui servit une tasse de thé et demanda : « Et maintenant, que vas-tu faire ? » « La même chose que je faisais avant qu'on me voie. » « C'est-à-dire ? » ?»« Chercher des questions que personne ne s'est encore posées. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence de Paris sur l'innovation, quelqu'un mentionna son nom. Professeur Valois dit : « Médina n'est pas un génie. C'est une faille. Un espace par lequel quelque chose de nouveau est entré, sans demander la permission. » Et tous dans la salle comprirent. Les carnets de Sébastien commencèrent à circuler anonymement. Numérisés par ses élèves, traduits sur des forums, répliqués dans des salles de classe discrètes. Personne ne savait s'il les avait approuvés, mais personne n'osait les arrêter. Parce que sur chaque page, dans chaque idée, il y avait plus que des solutions, il y avait la liberté. Dans une de ces classes, un enfant construisit un appareil capable de prédire les orages à l'aide de boîtes en aluminium et de capteurs recyclés. « Tu crois que ça va marcher ? Demanda-t-il. Sébastien le regarda et sourit. « Et si ça ne marche pas aujourd'hui, je réessaie demain ? » Non. Essaie quelque chose de différent. L'histoire de Sébastien Morel ne se termina pas avec une médaille, ni une statue, ni une fondation. Elle se termina si tant est qu'elle se soit vraiment terminée entre les mains des autres. Dans chaque carnet ouvert. Dans chaque enfant qui osa poser une question. Et même si son visage disparut des journaux, sa présence resta allumée. Comme un moteur qui ne s'éteint plus. Comme une question vivante. Comme une flamme qui ne brûle pas, mais éclaire.